Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui, samedi 5 mars. Nous sommes dans les locaux de l'ENIB, l'École nationale d'ingénieurs de Brest, qui est située sur le Technopole Brest-Iroise. Et aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière puisque c'est la journée des portes ouvertes, où en ce moment même, de nombreuses personnes sont en train de rencontrer des étudiants, des étudiantes, des enseignants, des enseignantes pour découvrir ce qu'est une école d'ingénieurs et ce qu'est l'ENIB en particulier. Pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ou qui sont un peu loin, cette émission est faite pour vous, puisqu'on va poser un certain nombre de questions aux différents intervenants et aux différentes intervenantes de la journée, et avoir une équipe mobile qui va se déplacer dans les locaux de l'ENIB pour vous faire découvrir un certain nombre des présentations auxquelles ont accès les personnes qui se sont déplacées à ces journées portes ouvertes. Pour commencer, je vais accueillir sur le plateau le directeur des études de l'École nationale d'ingénieurs de Brest. Il est également professeur de mathématiques. C'est Pascal Redoux. Bonjour Pascal. Bonjour Sébastien. Alors Pascal, vous avez une vision assez globale de l'école. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de ce qu'est l'ENIB? Oui, alors l'ENIB, c'est une école qui existe depuis 1961, donc il y a 60 ans d'existence, qui est une école généraliste, donc qui forme en 5 ans, donc post-bac, des ingénieurs donc système, donc en mécatronique, en électronique et en informatique. Bon, pour schématiser un ingénieur système, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui ne va pas être spécialisé par exemple pour coder des microprocesseurs ou de l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui sera capable sur un robot de à la fois faire ça, des microprocesseurs, de l'intelligence artificielle, mais aussi de concevoir tout l'aspect mécanique du robot. Et donc ça lui permet quoi? D'interagir avec tout le monde dans une entreprise, tout un projet on va dire, à différents niveaux, y compris sur l'aspect technique. Et alors vous avez dit que c'est une école généraliste, et pourtant vous avez dit informatique, mécatronique, électronique. Est-ce que si je suis très intéressé par une de ces matières, je vais pouvoir faire que celle-là? Alors que celle-là, au départ non, puisqu'on a un tronc commun qui dure sur 3 ans où effectivement nos ingénieurs se forment à être généralistes. Par contre, sur les 2 dernières années, on peut se spécialiser grâce à des modules de 84 heures optionnels, donc sur choix, hein. Par exemple, un élève qui veut faire de l'intelligence artificielle, de la mécanique vibratoire ou des matériaux, de la communication optique, de la réalité virtuelle, pourra se spécialiser, oui, sur les 2 dernières années. D'accord. Alors en termes de formation, aujourd'hui, on peut se poser tout un tas de questions sur l'éthique, sur l'écologie. Est-ce que l'ENIB, dans ses enseignements, en dehors des enseignements qu'elle propose techniques, a aussi d'autres enseignements qui sont dispensés à l'ENIB? Oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est un peu notre marque de fabrique depuis maintenant 2008. On forme des ingénieurs, nos ingénieurs et des ingénieurs citoyens. Donc il y a des cours d'éthique, des cours d'esprit critique, des cours de sensibilisation à la diversité, des cours de low technology pour le respect de l'environnement, donc d'une ingénierie décarbonée. Donc de la première à la dernière année, on a une formation qui est vraiment axée là-dessus, notamment par des intersemestres qui sont dédiés à ces enseignements d'ingénierie citoyenne, on va dire. D'accord. Alors, tout au long de l'émission, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire directement dans le chat de l'émission que vous êtes en train de regarder, et on peut donc poser des questions directement à l'intervenant ou à l'intervenante qui est sur le plateau. Une question que j'aurais voulu vous poser, c'est qu'est-ce qui distingue finalement l'ENIB par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs? Bon, déjà, l'environnement géographique, bon, c'est un peu une plaisanterie, mais je crois qu'on a tous ça à cœur, les élèves, mais comme les personnes qui travaillent à l'école. On vit dans un des plus beaux endroits de la planète, c'est le Goulet de Brest, au-dessus de la rade de Brest. Donc c'est très très beau, évidemment. Mais pas seulement, évidemment, l'ENIP, c'est aussi une ambiance, je dirais, le fait qu'on soit une classe prépa intégrée, mais sans concours au bout de 2 ans. Donc on a nos étudiants qui arrivent, qui sont là pour 5 ans, qui sont accompagnés. Ça fait une ambiance forcément plus détendue. Ils sont soutenus dans leurs associations, soutenus financièrement, pleinement par l'école. On a des festivités qui permettent de rassembler les élèves, les enseignants, les administratifs. Donc il y a toute une ambiance qui est, je pense, qui tient à cœur à tout le monde et qui fait d'ailleurs qu'on est bien classé dans les classements comme Happy at School, un classement vraiment international pour lequel on est très bien classé. Ouais. On parle parfois un peu d'une ambiance un peu familiale. Est-ce que vous trouvez que c'est un mot qui correspond à l'ENIB? Oui, oui, familial. Après, ça reste évidemment il y a de l'enseignement, il y a de l'évaluation, hein, faut pas se le cacher. Mais ouais, je pense qu'on peut dire ça. Et le fait que, par exemple, de temps en temps, on boive un verre ensemble, c'est pas négligeable. Ça permet d'avoir un rapport de confiance. Et moi, par exemple, en tant que directeur des études, ça me permet aussi d'avoir des discussions informelles et de voir quels sont les problèmes des élèves. Pour aller, je voulais aussi ajouter sur le fait en plus de l'ambiance, ce qui distingue l'école, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait qu'on forme des ingénieurs, mais aussi, et depuis plus d'une douzaine d'années maintenant, des citoyens. Donc des gens qui sont engagés dans la société, qui doivent faire un projet obligatoire
de 6 mois en troisième année où ils doivent s'investir en tant que citoyens, aller faire des maraudes, aller aider les gens dans les EHPAD, aller faire des cours d'esprit critique dans les écoles primaires par exemple. Donc tout ça, ça fait que ce sont des gens qui sont engagés, non seulement en tant que citoyens humains, mais aussi en tant que gens respectueux de l'environnement, qui vont aller faire du low-tech en dernière année, qui ensuite pourront aller déployer des circuits d'alimentation de villages au Brésil lors de leur dernière année, leur dernier stage. Donc voilà, je pense que ça nous distingue quand même pas mal, même si beaucoup d'écoles le prétendent depuis quelques temps. On fait ça depuis très longtemps et on est très soutenu financièrement et par notre direction là-dessus. Ouais. Oui, effectivement, je crois que ce que vous me disiez aussi, c'était que tout ce dont vous avez parlé, tous les étudiants et les étudiantes de l'ENIB y ont accès dans leur cursus, là où parfois, dans d'autres écoles, c'est quelque chose qui va être optionnel au long du parcours. Et là, finalement, toutes les personnes diplômées de l'ENIB sont passées par les disciplines qui défendent les valeurs dont vous venez de parler. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est obligatoire chez nous. Le projet ingénieur honnête homme, qu'on fait en troisième année, c'est pas sexiste, c'est l'expression consacrée depuis le 16-17e siècle, c'est un projet obligatoire. On ne peut pas l'éviter, c'est-à-dire que l'engagement en tant que citoyen est une obligation pour nos élèves. Et c'est pas du tout le cas partout. Ouais. Et alors, qu'en est-il des débouchés lorsque l'on est diplômé de l'ENIB? Est-ce qu'on trouve facilement du travail? Facilement, oui, c'est le plein emploi total. À l'heure actuelle, c'est 56% qui trouvent avant de sortir. D'accord. Et le reste, c'est dans les 4 mois, 6 mois, pour ceux qui veulent prendre un petit peu de temps pour respirer, en fait, après la sortie. C'est extrêmement rapide, ouais, effectivement. Et dans les débouchés, est-ce qu'il y a des domaines de prédilection On est généraliste, donc les domaines de prédilection, oui, il y en a, mais ils sont extrêmement vastes. Donc ça peut aller de sociétés de services. Il y a des gros employeurs dans l'informatique, dans la banque et les assurances sur le bassin brestois. Ça va aller jusqu'à l'aérospatiale, je sais pas, des gens qui travaillent dans les satellites à Toulouse, des gens qui travaillent dans la métallurgie, des gens qui travaillent dans la défense, à DGA, dans la réalité virtuelle. Il y en a même qui finissent par faire du théâtre. Voilà, c'est extrêmement varié. Voilà, à la fois dans l'ingénierie standard jusqu'à de la recherche et développement, voire enseignant-chercheur pour certains. Et alors, sur le plan des relations internationales, si j'ai envie dans mes études de faire une partie de mes études à l'étranger, est-ce que l'ENIB va me donner cette possibilité? Oui, on a en fait 2 personnes qui sont là à plein temps, plus actuellement quelqu'un qui travaille en service civique, mais c'est 2 personnes à plein temps pour soutenir, accompagner, y compris en termes d'attribution de bourse, nos étudiants. Donc il faut savoir que pour être ingénieur, on a une obligation qui va passer un semestre à l'étranger à partir de l'année prochaine. Donc ça c'est bien, mais ça coûte de l'argent. Il faut trouver les endroits. Donc on a plus de 80 accords de coopération avec 28 pays, dont 25 doubles diplômes. Donc ça va du Brésil, de l'Argentine, la Suède, le Québec, la Thaïlande, la Corée, il y en a partout dans le monde. Et ce grâce à effectivement un service qui travaille d'arrache-pied pour accompagner les étudiants, pour trouver des bourses. Et voilà, c'est vraiment une chance qu'on a à ce niveau-là. Ouais. Qu'en est-il de la recherche? Est-ce que je peux être diplômé de l'ENIB et m'orienter vers la recherche? Oui. En fait, en dernière année, on peut faire un double diplôme avec un master, 4 masters dont 5 parcours co-accrédités avec différentes universités et établissements d'ingénieurs locaux. Et on peut, une fois que ce master est achevé, s'orienter vers un diplôme de docteur ENIB. Donc on délivre le diplôme de docteur ENIB dans 2 domaines depuis 3 ans maintenant, 4 ans même peut-être. Ouais. Alors avant de sortir diplômé de l'ENIB, il faut y rentrer. Quelles sont les conditions pour pouvoir entrer à l'ENIB? Alors, il faut avoir fait un lycée. D'accord. Effectivement, il faut être dans une terminale générale. Alors, on conseille fortement au niveau du concours GEPI Polytech, puisqu'on dépend du réseau GEPI Polytech, donc concours qui rassemble 34 écoles. Donc, il faut avoir fait plutôt une spécialité maths en premier. Et en deuxième, ça va être physique, SI, NSI ou SVT. Donc, d'accord. Voilà, c'est principalement ça, ouais. Donc ça, c'est pour intégrer l'école si on arrive en première année. Oui. Et il y a une possibilité d'intégrer l'école plus tard, en troisième année, je crois. C'est ça. En fait, en première année, on a 120 places au niveau du concours GEPI Polytech. En troisième année, on a 48 places via un concours réservé aux ENI, enfin voilà, le concours des ENI en France, il y a 4 ENI. Et plutôt pour des CPGE et des DUT, GE2I, MP par exemple. Et puis, on a aussi 4 places depuis cette année au niveau de la banque PT et 4 places au niveau du concours Pass Ingénieur. Voilà, donc en tout, ça fait, si on compte bien, 176 possibilités, places pour entrer à l'ENIB chaque année. Chaque année. Ouais. Alors en tant que directeur des études et aussi parce que vous êtes assez proche des étudiants et des étudiantes qui rentrent à l'école, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui vont peut-être rejoindre l'ENIB l'année prochaine?
Ce serait plutôt gens qui hésitent encore, on va dire. Euh, Si vous voulez être ingénieur généraliste, il n'y a pas que l'ENIB, certes. Il y a d'autres écoles qui sont moins bien, c'est sûr. Mais en fait, je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que si on vient à l'ENIB, c'est qu'on a envie d'être un ingénieur et un citoyen aussi. De ne pas être simplement un ingénieur qui travaille sur des aspects techniques, mais qu'on a un rôle à jouer dans la société en tant qu'humain et en tant qu'ingénieur respectueux de l'environnement pour à l'avenir une ingénierie décarbonée, par exemple. Ben, je vous remercie beaucoup, Pascal, pour Merci. cette présentation de l'ENIB. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions pendant l'émission, directement dans le chat de l'émission, qui nous sont transmises sur le plateau. Vous venez de voir une présentation de l'ENIB par son directeur des études, donc forcément une vision vue des enseignants et vue de l'administration. Il est intéressant aussi d'avoir un point de vue des étudiants et des étudiantes. Et c'est ce que nous allons faire pendant tout le long de cette émission, c'est d'avoir des personnes qui viennent vous témoigner de la première à la 5e année, ainsi que des enseignants et des enseignantes de diverses spécialités. Pour commencer, nous allons interroger deux personnes, une personne de première année, une personne de deuxième année. M'ont rejoint sur le plateau Marine Paul, vous êtes étudiante en première année, C'est ça. et Hugo Rustenholz, vous êtes étudiant en deuxième année. Ouais, c'est ça. Eh bien, j'aimerais vous poser la question, vous êtes là depuis un peu moins d'un an, comment ça se passe, Marine comment c'est votre présence à l'ENIB? Pour l'instant, tout se passe bien. On a eu du coup un premier semestre où on a eu une période d'intégration qui s'est aussi plutôt bien passée. C'était agréable. On a du coup découvert aussi un nouveau mode de fonctionnement, des nouvelles matières avec des cours différents. D'accord. Et puis voilà, pour l'instant, c'est des choses nouvelles, quoi. On va voir ça plus en détail. Alors, vous avez parlé de l'intégration. Qu'est-ce qui se passe comment se passe l'intégration? Au niveau de l'intégration, tout s'est plutôt bien passé. On a des activités qui ont été organisées par du coup le bureau des élèves, qui nous ont permis du coup de rencontrer notre promo, mais aussi les promos du dessus. Ce qui a permis de créer finalement un climat d'entraide, aussi du coup faire des rencontres, etc. Et c'est quelque chose du coup qui était assez intéressant et voilà. Donc, vous vous êtes senti accompagné par les personnes des autres promos pour faire en sorte que vous vous sentiez bien à l'ENIB. C'est ça, tout a été mis en œuvre pour que tout se passe bien et qu'on s'intègre correctement, pas seulement à notre promo, mais aussi à l'ensemble de l'école. Et alors, vous avez parlé des matières en disant qu'il y avait des nouveautés. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être quels sont les enseignements qui vous ont été dispensés pendant ces 6 premiers mois? Oui, aujourd'hui on a de l'élec, de l'électronique, on a aussi un peu de mécanique avec de la cinématique et de la statique. Après on a de l'automatisme, on a aussi des sciences humaines de l'ingénieur qui sont du coup un enseignement qui nous permet justement d'avoir ce côté plus citoyen, on va dire, d'un ingénieur. D'accord. Puis après, on a aussi d'autres matières comme les mathématiques qui sont peut-être plus classiques et qu'on a pu travailler dans le passé au lycée. Et alors, par rapport au lycée, justement, est-ce que vous voyez une grosse rupture, un gros changement par rapport à ce que vous faisiez au lycée? Oui, c'est vrai que c'est des enseignements qui sont totalement différents. On a beaucoup plus de pratiques qu'au lycée. Et puis après, par contre, au niveau des cours, etc., c'est vrai qu'on est dans des classes qui sont quand même assez petites, qui ressemblent un peu au lycée. On a des cours magistraux, mais qui restent dans des salles. Du coup, on est une trentaine d'élèves, on peut facilement poser nos questions, etc. Et ça, c'est assez agréable. Et après, les cours de TP, où justement, on a de la pratique. Et ça, c'est aussi agréable pour mettre tout ce qu'on a appris en théorique en pratique, justement. Alors justement, vous parliez de l'ambiance. Comment vous définiriez l'ambiance à l'ENIB? Il y a un climat un peu familial, d'entraide toujours. Oui, si on a un problème, on peut aller voir les promos du dessus ou même notre promo. On sait qu'on aura toujours un moyen d'être aidé. D'accord. Et c'est assez agréable pour pouvoir progresser et puis sans avoir les réponses tout de suite, mais comprendre ce qu'on fait, etc. Et comment ça se passe cette aide? Vous devez aller solliciter quelqu'un d'une promo au-dessus ou quelqu'un de votre promo Alors on peut juste aller voir les personnes comme ça, mais on a aussi des créneaux qui sont réservés à ça, comme le tutorat qui est organisé par le bureau des élèves. Ok. Et donc pendant cette période-là, on peut du coup poser nos questions et il y aura des élèves du coup qui viendront nous aider, répondre à nos questions, etc. Et c'est un créneau qui est dédié à ça. D'accord, donc il y a un créneau chaque semaine prévu pour pouvoir donner un petit coup de main aux personnes qui rencontrent des difficultés sur une matière ou une autre. C'est ça. Et c'est assez formalisé finalement puisque c'est hebdomadaire, je crois. Oui, c'est ça. Donc ça peut être rassurant de se dire qu'on peut poser des questions régulièrement sans aller systématiquement solliciter quelqu'un, mais en venant dans un endroit et un contexte qui est prévu pour ça. C'est ça.
Bon, bah maintenant, ça fait un peu plus de 6 mois que vous êtes là. Si vous deviez refaire votre choix d'orientation, le choix que vous avez fait il y a un an de venir ici, est-ce que vous referiez le même? Oui, je pense que je referai le même. C'est une école, je pense, qui me convient, avec des enseignements qui me conviennent aussi, qui me plaisent. Et oui, avec un climat qui est quand même très agréable, où voilà, il y a toujours vraiment cet environnement d'entraide qui est pour moi important et nécessaire dans une école d'ingénieur où on va apprendre à travailler en équipe plus tard. Vous habitiez où avant de venir ici? Pas du tout en Bretagne, j'étais dans les Deux-Sèvres, à Niort. D'accord. Et donc je me suis déplacée un petit peu, on va dire. Et pour l'instant, c'est une région en tout cas qui me plaît. Et sur la vie quotidienne, le fait de passer de la vie lycéenne en arrivant dans une école d'ingénieur un peu loin de chez soi avant, comment ça se passe? Du coup, on doit prendre en autonomie. Ouais. Parce que du coup, on a un appartement à gérer, donc le ménage, la nourriture, etc. Après, c'est aussi agréable puisque on apprend à se débrouiller aussi tout seul, sans l'aide des parents. Et ça, c'est assez agréable. Donc, il y a une prise d'autonomie. Et puis après, il y a aussi, on doit se faire un rythme, s'organiser tout seul, etc. Et donc, c'est un coup de main à prendre, on va dire. Et puis voilà. Je vous remercie beaucoup. Marine, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à Marine et à Hugo qui sont sur le plateau, directement dans le chat de l'émission. Maintenant que nous avons entendu Marine qui est en première année, j'aimerais maintenant poser quelques questions à Hugo, puisque vous êtes étudiant en deuxième année, donc vous avez un peu plus de recul. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu de Marine sur ce qui est aussi votre école? Ouais, je suis assez d'accord. Après, je rajouterai des choses sur le tutorat. Ouais. Faut savoir que, par exemple, moi je sais que j'ai souvent été aidé par des anciens sans aller au tutorat. J'y suis allé qu'une seule fois au tout début. Et en fait, je trouvais que le format était peut-être justement trop précis, c'était une fois par semaine, etc. Et du coup, ce qui est hyper cool, c'est que, par exemple, moi je travaille de temps en temps au foyer. Et souvent les anciens ils viennent, ils font tu fais quoi, t'as besoin d'aide, etc. Donc c'est même pas qu'on a besoin de demander de l'aide, l'aide il est en général proposé. Mais ça a été dit dès l'introduction par votre directeur des études qu'il y a une très bonne ambiance et une notion d'entraide. Donc en fait, c'est très facile d'aller demander de l'aide si vous rencontrez des difficultés sur telle ou telle matière. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, avec le recul que vous avez, est-ce qu'au-delà des enseignements, maintenant que vous êtes en deuxième année, vous avez vu d'autres aspects de l'école? Ouais, du coup, une fois qu'on s'est bien installé, qu'on a bien réussi à gérer les enseignements, qu'on a réglé le souci justement de prise d'autonomie, parce que ça, c'est vrai que c'est un truc, maintenant, j'y pense plus, et du coup, ça me permet de me donner plus de temps, justement, pour m'investir dans l'associatif. Donc là, directement, au début de ma deuxième année, je me suis investi dans EOL. Donc EOL, c'est ENIB Objectif Large. Donc c'est juste, en gros, c'est une association de sport nautique. Donc on gère, on fait des petites sorties surf, wake. On propose des prêts de planches, etc. pour 10 € par an. On prend la cotisation et on a des prêts de planches gratuits toute l'année, de combinaisons, des choses comme ça. C'est vrai que vu l'endroit où on est, ça serait dommage de passer à côté de l'aspect maritime du Finistère. Donc ça, c'est organisé, c'est possible, vous dites, pour 10 € par an, on peut emprunter du matériel. C'est ça, ouais. Donc moi j'en avais profité pendant ma première année, j'ai appris à surfer parce que je viens d'Alsace et il n'y a pas trop la mer là-bas. Mais par contre j'ai appris à surfer en venant en Bretagne et ouais, c'est pour ça que je me suis investi dans EOL, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de votre deuxième responsabilité? Je crois que vous êtes investi notamment dans la cafétéria de l'école. C'est ça, du coup j'ai vu que l'associatif ça me plaisait. Enfin, je le savais déjà avant parce que je m'étais déjà investi avant l'ENIB dans les associations dans mon village justement. Mais ouais, j'ai vu que je pouvais faire de l'associatif, que je pouvais me le permettre parce que j'arrivais à suivre scolairement même en m'investissant. Et du coup, je me suis investi dans l'association de la cafétéria. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose à manger à midi, on propose à boire des canettes, etc. Et lors des after-work, on propose à boire aux étudiants et aux profs parce qu'ils viennent souvent. Et donc ça, c'est cool aussi. On revient sur l'entente et un peu l'esprit familial. Il y a quelques profs qui viennent avec nous justement pour améliorer l'entente dans l'école. Oui, je crois que c'est un moment assez convivial et que c'est assez important. Vous allez passer entre 3 et 5 ans, voire 6 dans une école. C'est pas mal de connaître un peu tout le monde et je crois que c'est un endroit vraiment très convivial. Comment vous faites? Vous êtes en deuxième année d'école d'ingénieur, vous avez vos études, vous vous occupez d'une association de voile, vous vous occupez de la cafétéria. Vous dormez? Ouais, alors... des fois un peu moins du coup quand il y a vraiment des trucs à organiser, mais ce que je disais c'est que j'ai vu en m'occupant d'EOL, EOL c'est quand même une association où en fait il y a du travail uniquement au moment où on organise vraiment les événements et sinon c'est assez peu de travail régulier. D'accord. Mais j'ai vu que je pouvais me le permettre, que je m'en sortais scolairement et du coup je me suis dit autant en profiter
et m'investir aussi dans la cafétéria. Mais ça, c'est un peu partout pareil, hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent qui vont avoir à fournir un travail différent. On sait qu'il y a des personnes qui, à l'école, vont devoir travailler beaucoup pour avoir les résultats convenables, et d'autres qui, comme vous, ont la chance, bravo, de pouvoir avoir des activités à côté, de vous investir dans la vie scolaire, la vie étudiante. Je vous félicite pour ça. Si vous deviez, j'ai posé cette question à Marine, vous êtes là depuis un peu plus longtemps, un an de plus. Ouais. Si vous deviez refaire ce choix-là, est-ce que vous rechoisiriez l'ENIB? Ouais, je pense que oui, parce que du coup, c'est une école qui me correspond. C'est ce que j'ai dit, je faisais déjà de l'associatif avant et Ouais. j'ai pu continuer à en faire. Et le cadre, bon, on en a parlé avant, c'est peut-être un peu cliché, mais effectivement, le cadre, c'est vraiment quelque chose qui est un plus pour l'école. Comme je dis, j'avais jamais surfé, j'ai appris à surfer, etc. On n'a pas l'impression comme ça, mais le fait de pouvoir faire autre chose que justement travailler, ça Ouais. permet qu'au moment où on travaille, on est vachement plus efficace. Bien sûr. Et du coup, on a du temps pour faire autre chose. C'est un peu un cercle vicieux, et c'est pour ça, ouais, je pense que j'ai bien choisi mon école. Et alors, vous avez choisi l'ENIB. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire de votre futur diplôme? Bon, ça reste un peu flou, mais ouais, j'ai mes idées. Ce qui est cool justement à l'ENIB, c'est que ça nous permet de voir assez rapidement, de se projeter, parce qu'on en a parlé avant, on fait 3 grandes matières. Donc on a la partie méca, la partie élec et la partie info. Et ouais, du coup, ça permet de se projeter. Moi, je sais que maintenant, je préfère l'info et l'élec. Je sais que la méca, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et du coup, ouais, ça permet de savoir. Je pense que je vais me projeter dans l'info, sûrement. Voilà. Mais je vous remercie tous les deux d'être venus témoigner, de nous présenter un peu votre vision de l'école en première année, en deuxième année. Merci beaucoup Marine, merci Hugo. De rien. Je vais, en attendant de voir si le duplex fonctionne, eh bien, vous peut-être raconter aux personnes qui viennent d'arriver ce que nous sommes en train de faire. C'est une émission qui est en direct des journées portes ouvertes de l'ENIB. Et nous sommes en train de présenter, à travers des regards différents, des étudiants, des étudiantes, des enseignants, des enseignantes, des personnes de la direction, ce qu'est l'ENIB, une école d'ingénieurs. Vous avez entendu, pour l'instant, le directeur des études, une étudiante en première année, un étudiant en deuxième année. Et pour continuer notre enquête un peu sur comment ça se passe la vie à l'ENIB, j'accueille maintenant sur le plateau Khalia. Khalia, vous êtes étudiante en troisième année. Alors, contrairement à Marine et à Hugo qui ont été interviewés juste avant vous êtes en troisième année, mais vous n'êtes pas passé par la prépa intégrée de la première et de la deuxième année. Vous êtes directement rentré en troisième année. Qu'est-ce que vous avez fait avant ? Avant de venir à l'ENIB, j'ai fait mon DUT en génie électrique à l'École supérieure de technologie à Casablanca, Maroc. Donc, c'était mon passerelle pour intégrer l'ENIB. Et alors, pourquoi vous avez fait ce choix ? Oui, en fait, en tant qu'étudiant en génie électrique, j'ai toujours souhaité continuer en ce domaine. Et l'électronique et la mécatronique à l'ENIB, c'était mon premier facteur de motivation pour y intégrer. En plus, c'était étant étudiant en S5O, on a le choix de choisir les modules qu'on peut étudier ou décocher. En plus, on a les langues vivantes qu'on peut choisir à étudier, telles que le chinois et l'espagnol, et ainsi l'allemand. Ainsi que l'ENIB est située à Brest, qui est une ville très calme et sécurisée pour un étudiant pour se concentrer à ses études. D'accord. Donc, c'était mes facteurs principaux pour choisir. Pour choisir l'ENIB. Oui. Et justement, j'allais vous poser cette question-là, c'est par rapport aux personnes qui ont passé 2 ans avant et qui sont dans un circuit de prépa intégrée, donc qui voient déjà un certain nombre de matières qui vont être utiles dans le cycle ingénieur par la suite. Oui. Vous arrivez, vous rentrez directement dans le vif du sujet. La première année, elle doit être assez dense. Qu'est-ce qui se passe dans cette première année qui, pour vous, est la troisième ? Oui, en troisième année, on étudie toutes les matières de l'ENIB pour y rejoindre les autres étudiants qui ont intégré directement l'ENIB en quatrième année, et pour qu'on soit au même niveau pour les matières en électrique et informatique et ainsi le mécanique. Donc ça doit être très dense comme année. Oui, ça va bien, parce qu'en fait, la plupart des matières sont de ma spécialité, et ainsi que j'ai dit tout à l'heure qu'on a le choix de décocher les matières qu'on a déjà acquis pendant nos 2 premières années en cycle supérieur. Donc finalement, vous avez une année pour apprendre les choses qui ne sont pas du domaine de vous, de ce que vous aviez vu à Casablanca avant. Oui. Mais par contre, vous pouvez décocher les choses que vous savez déjà, donc ça vous libère un peu de temps.
Comment ça s'est passé? J'aimerais savoir pour vous, vous êtes une étudiante qui arrive du Maroc, comment ça se passe d'être une étudiante marocaine à l'ENIB? En fait, à l'ENIB, c'était pas très difficile pour moi parce que on est plusieurs étudiants étrangers en S5O et du coup c'était facile et aussi à cause des pots d'accueil qui étaient organisés par l'école, D'accord. tels que en fait on avait l'apéro international, on a les sorties pour découvrir la ville et aussi on avait le WAF. Alors le WAF, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sortie. C'est un campus des étudiants qui est organisé la première au début de l'année. Oui. Pour qu'on fait connaissance aux anciens étudiants de l'école. Ainsi qu'on avant d'arriver à l'ENIB d'un mois, on avait un groupe WhatsApp qui était créé pour faire connaissance aux étudiants qui vont venir à l'ENIB de nouveau. Et aussi, on avait le programme de parrainage. Donc, j'ai contacté ma marraine, qui va être ma marraine à l'ENIB, pour faciliter l'intégration à l'école. Donc ça veut dire qu'avant d'arriver à l'école, vous aviez déjà un contact privilégié avec quelqu'un avec qui vous pouviez échanger, poser vos questions. Et ça c'est un dispositif qui a l'air assez sympathique. Est-ce que ça vous a donné envie, vous-même, de devenir marraine peut-être plus tard? Oui, bien sûr. C'est intéressant. C'est avec plaisir que je deviens marraine pour les nouveaux arrivés à l'ENIB. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être un conseil que vous voulez donner à quelqu'un qui vient d'un autre pays ou qui pourrait intégrer l'école en 3e année, comme vous l'avez fait? Non, en fait, parce que tout est bien organisé, donc j'ai pas eu de difficultés pour s'intégrer. Donc, ma seule conseil, c'est d'être pardon. C'est d'être sociable et de faire connaissance aux gens à l'ENIB parce que ça a l'air très sympa. Donc, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Ralia, d'avoir accepté de venir témoigner et de nous présenter un petit peu votre point de vue de l'école en arrivant directement en 3e année et en arrivant de Casablanca au Maroc. Vous l'avez compris, il y a plusieurs possibilités pour intégrer l'ENIB. En 1re année directement après le baccalauréat, comme l'ont fait Marine et Hugo tout à l'heure, ou en 3e année après un DUT, après un BTS, une licence ou une prépa, comme Ralia. Alors, tous et toutes se retrouvent en 4e année et dans ce que l'on appelle à partir de la 3e année le cycle ingénieur. Et pendant les 2 premières années à l'ENIB, là il est encore... dans les 2 premières années de l'ENIB, vous ne choisissez pas forcément votre cursus puisque c'est un tronc commun qui est appelé la prépa intégrée. Mais en arrivant ensuite dans les années suivantes, vous avez la possibilité de choisir votre cursus. Et aujourd'hui, pour en parler, nous allons avoir 2 personnes. Il y a Luc Castellin. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes nouvellement diplômé? C'est ça, depuis jeudi. Depuis jeudi, félicitations. Merci beaucoup. Et à côté de vous, il y a Ulysse Moreau. Donc, oui, bonjour. Vous êtes en 5e année. C'est ça, oui. Et vous êtes en alternance, je crois. Exactement, oui, c'est ça. Donc on va avoir 2 points de vue différents de personnes qui arrivent en bout de cursus ou qui ont terminé leur cursus. Luc, je vais commencer par vous. Vous avez terminé vos études à l'ENIB. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire la différence entre le fameux cycle préparatoire, les 2 premières années, et le cycle ingénieur par la suite? Déjà, c'est la plus grosse différence, c'est la modularité. Donc D'accord. on a plus de choix au niveau des matières, donc on peut vraiment prendre des spécifications, en gros, et un peu se spécialiser. La deuxième différence, moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de travaux pratiques également, en fin de cursus, Ouais. donc beaucoup de TP. Et c'est moins des cours scolaires type lycée, mais c'est plus des amphis aussi, si je me trompe pas, du coup. Et donc pour moi, c'est les grandes différences, du coup, cycle ingénieur, cycle préparatoire. Donc c'est à la fois plus de pratique d'un côté et un côté une autonomie ou plus de cours en amphi. Ouais, c'est ça. Ok. Et quels ont été vos propres choix, vous, dans ce cycle ingénieur? Moi, c'est un peu différent parce que du coup, moi, j'ai fait un Erasmus. Donc moi, j'ai pas trop eu le choix au niveau des modules, un tout petit peu, mais pas trop. Du coup, c'est un peu différent. Je suis parti à l'étranger à la place. Vous êtes parti où? Du coup, en Norvège, D'accord. durant 6 mois. Et du coup, le choix de cours s'est fait en Norvège, donc c'est un peu pareil, un peu une spécialité là-bas. Et il y avait beaucoup de choix de cours, du coup, c'est pareil, on peut faire un peu à sa convenance. Et vous parlez le norvégien? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez parlé anglais là-bas? Anglais tout le temps. Et, On parle très bien anglais. Donc c'est un... oui, tout le monde parle très bien anglais là-bas. Oui. Et vous parliez anglais avant d'y aller? Oui, un peu, ouais. Ouais, ok. Donc super expérience à l'étranger. Super expérience, incroyable. Combien de temps ça dure quand on fait un Erasmus?
Généralement, c'est 6 mois, donc c'est sur un semestre complet. D'accord. Et quand vous êtes revenu à l'école, le retour, comment ça se passe? Parce que du coup, vous avez vécu autre chose pendant 6 mois. Ouais, bah c'est vraiment une grande expérience. Je pense que ça transforme un peu. Après, le retour à l'école, bah, c'est quelque chose qu'on connaît quand même. Du coup, il n'y a pas trop de difficultés. Généralement, on enchaîne par un stage, donc par un travail en entreprise. Et après, bah, on repart sur des cours. Du coup, pas trop de différence à ce niveau-là. Enfin, moi, j'ai pas eu de. Et maintenant, vous avez le diplôme, vous savez ce que vous allez faire? Ouais, moi, je suis orienté informatique. Et après, je me ferme pas de porte. Donc, D'accord. Donc pour l'instant, tout est possible. c'est ça, programmation et tout est possible après. Bah, merci beaucoup, Luc. Mais de rien. Ulysse, je crois que vous avez fait des choix un peu différents. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme choix, vous, pendant votre cursus ingénieur? Pardon. J'ai suivi du coup un parcours assez classique jusqu'à dernière année. Je me suis plutôt orienté informatique au niveau des choix des modules, c'est-à-dire tout ce qui va être programmation, interface machine, tous ces genres, toute cette orientation-là, donc vers l'informatique. Et en dernière année, donc normalement, on va faire le 9e semestre, soit on le fait à l'école, soit on le fait à l'étranger, et puis enfin, on dit à la toute fin, on fait un stage de fin d'études pendant 6 mois. Et moi, la différence que j'ai avec ça, c'est que j'ai fait une alternance sur toute cette dernière année. Donc assez grossièrement, ça veut dire plus ou moins qu'on va mélanger en fait les deux. Et moi qui ai fait une alternance courte par exemple, je vais avoir deux jours à l'école, puis 3 jours ensuite en entreprise. Ok. Et donc c'est une entreprise qui est pas très loin. Oui, c'est ça, c'est une entreprise juste à côté. Et comment ça se passe, cette différence de rythme entre suivre des cours avec des gens qui, eux, peut-être suivent des cours pendant tout le semestre, et vous avez 3 jours où vous travaillez et 2 jours où vous suivez des cours? C'est ça, oui. Pour la différence, oui, donc le rythme est un peu différent. Alors forcément, on a les projets à l'école et le projet à l'entreprise. D'accord. Donc ça peut être prenant, hein, surtout qu'on peut avoir du travail associatif à côté. Donc il y a plein de projets qui se mélangent. C'est un rythme assez soutenu quand même. Il faut réussir à pouvoir marier toutes ces différentes choses ensemble. Et le rythme est assez soutenu, ça c'est sûr, mais bon, j'arrive à gérer. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire cette alternance par rapport à suivre un semestre avec que des cours? Oui, alors la différence principale, c'est qu'en fait, on est déjà salarié dans l'entreprise. En fait, au lieu on n'a plus un statut stagiaire, on mélange les deux. Au lieu d'avoir uniquement des cours, on va pouvoir apprendre plus le monde du travail. En fait, on est directement dedans, on est dedans plus longtemps. Et ça permet de mélanger les deux, hein. C'est un mélange qui est assez sympa en soi. Ok. Tous les deux, vous avez eu une expérience différente à l'ENIB. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui peut-être se posent cette question? Est-ce que je vais, oui ou non, intégrer l'ENIB? Est-ce que vous auriez un petit mot à leur dire? C'est un peu compliqué comme ça, mais pour ceux qui voudraient venir à l'ENIB du coup? Ouais, ou qui se posent la question Comme l'a dit Pascal Redoux, le directeur des études, il y a vraiment une partie humaine qui va travailler sur l'esprit critique, l'écologie et du coup le monde qui nous entoure. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et sinon encore une fois le côté où on est tous ensemble en fait et on connaît presque tout le monde. C'est vraiment un gros point fort, moi je dirais. D'accord, donc un côté ambiance et éthique. C'est ça. Oui, il y a de ça, oui, c'est à peu près ce que j'aurais pas dit mieux. Également, oui, si vous êtes intéressé par l'ingénierie en général, que ce soit dans l'informatique, dans l'électronique ou dans la mécanique, tout ça, c'est des sujets qu'on aborde ici et qui, moi, j'étais très content de mon expérience ici sur ces sujets-là. Ok. Ulysse et Luc, merci beaucoup d'être venus nous parler sur le plateau de cette Web TV de l'ENIB. Et puis, je vous souhaite un excellent futur avec ce nouveau diplôme et bientôt le vôtre, j'imagine, Ulysse? Oui, bientôt, normalement. Ouais. Merci à vous deux. Merci. 2 étudiants qui ont donc choisi qui ont fait des choix différents au moment du cursus ingénieur. Le cursus ingénieur, c'est donc les 3 dernières années du cycle des 5 ans de l'École nationale d'ingénieurs de Brest. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore des personnes à découvrir, puisque nous sommes passés de la 3e année à la 5e année, voire à quelqu'un de diplômé. On va peut-être maintenant poser des questions à des personnes qui sont en 3e année et en 4e année, avec certaines particularités, puisque souvent, en 3e année, ce sont là que se prennent les responsabilités du bureau des élèves. C'est là que se passe un certain nombre de choses. On connaît très bien l'école quand on est déjà en 3e année, et on est encore loin d'en sortir, donc on peut s'investir dans un certain nombre d'activités. Pour parler de ça, j'ai été rejoint par Théo Kloranek et Ewan Gegouzo. Bonjour. 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 Et donc, là, pour l'instant, on a beaucoup parlé des études, on a beaucoup parlé des cursus, on a beaucoup parlé un peu de choix.
On a déjà eu un petit aperçu sur le fait qu'il y a des personnes qui profitaient de leurs études pour s'engager dans la vie étudiante, et c'est votre cas à tous les deux. Théo, vous faites partie du bureau des élèves, est-ce que vous pouvez nous en parler pourquoi vous êtes investi dans le bureau des élèves? Alors du coup, j'étais au bureau des élèves jusqu'à il y a peu, donc là, ça vient de changer de bureau. Donc je m'étais engagé là-dedans parce que j'avais envie de participer à cette ambiance familiale dont tout le monde parle depuis le début de cette Web TV. Et donc voilà, pour moi c'était le meilleur moyen de faire ça, et c'était aussi une première expérience associative pour moi. Donc c'était aussi un milieu que j'avais envie de découvrir, ça permet aussi de faire beaucoup de rencontres, donc voilà, c'était pour toutes ces raisons que j'ai décidé de faire ça. D'accord, donc le bureau des élèves, c'est une entité qui s'occupe un peu de tout ce qui est vie étudiante, activités, enfin, vous pouvez nous parler un peu de la multiplicité des activités qui sont régies par le bureau des élèves? Oui, c'est ça. Du coup, à l'ENIB, il y a beaucoup d'associations étudiantes, et le bureau des élèves, c'est un peu celle qui coordonne toutes ces associations et qui organise également les gros événements de l'école qui rythment l'année scolaire. Donc il y a par exemple l'intégration où on a beaucoup d'activités qui sont proposées pour permettre aux nouveaux élèves de se rencontrer entre eux et aussi de rencontrer les anciens élèves. Il y a également les soirées à thème dans l'année, il y en a 4 par an, où voilà, c'est un moment où les élèves peuvent faire la fête dans un cadre qui est mis en place exprès pour ça, pour que chacun puisse s'amuser dans un cadre sécurisé, je dirais, et où tout le monde peut être à l'aise. Il y a aussi les after-work toutes les semaines. C'est le mercredi soir, ça dure de 18h à 21h pour que les élèves puissent penser un peu à autre chose qu'à leurs études pendant ce petit moment. D'accord. Voilà. Et donc il y a un lieu aussi, c'est le foyer des élèves. Donc c'est un lieu dont vous avez la responsabilité? Oui, c'est ça. Donc c'est un endroit où les élèves peuvent se retrouver, que ce soit pendant les pauses entre les cours pour aller prendre un café, ou bien le soir après les cours, ou aussi pendant du coup les after-work et les soirées à thème. D'accord. Tout ça, ça se passe là-bas. Et voilà, c'est un lieu de rencontre, de partage. Et voilà. Alors vous avez dit que le bureau des élèves était aussi en charge de l'intégration. Or tout à l'heure, Marine, qui est étudiante en première année, elle nous a parlé un peu de son intégration, des activités. Quels sont les enjeux de l'intégration, mais du point de vue des organisateurs? Alors du point de vue des organisateurs, c'est que chacun puisse rencontrer des nouvelles personnes, surtout pour les nouveaux arrivants, que chacun puisse apprendre des autres aussi, que tout le monde apprenne à faire connaissance, et que ça se fasse dans un cadre respectueux où chacun peut trouver sa place, trouver son compte aussi. Avec les nombreuses activités qui sont proposées, on essaye de faire beaucoup de choses différentes, que ce soit des activités sportives avec le bowling ou la patinoire, mais aussi des sorties avec l'après-midi à la plage. Il y a des activités artistiques qui sont proposées aussi par le Bureau des Arts, dans le cadre de cette intégration. Il y a les premiers after-work aussi, donc voilà, tout ça c'est fait pour que chacun puisse prendre connaissance de l'école, trouver ses marques et faire des nouvelles rencontres. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté un peu toutes ces activités. Enfin, je crois que vous êtes aussi élu, il me semble. Vous êtes Oui, aussi c'est ça. élu. Quel mandat peut-on avoir quand on est étudiant dans une école d'ingénieur? Alors, concernant les élus, il y a plusieurs conseils à l'école, qui sont du coup le conseil d'administration, le conseil pédagogique et le conseil scientifique et technique. Ça, c'est les conseils où les élèves étudiants peuvent être élus. Et du coup, c'est des mandats qui durent 2 ans. On cherche actuellement des remplaçants pour les élus en place. D'accord. Et voilà, du coup, c'est un rôle où on doit représenter les élèves dans ces différents conseils pour faire porter leur voix, quoi. Tous les problèmes qu'ils veulent faire remonter, ou les volontés qu'ils pourraient avoir vis-à-vis des décisions de l'école. Eh bien, merci beaucoup Théo. Ewen, vous êtes responsable, je crois, du pôle international. C'est ça. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il fait, ce pôle?
Alors le but de ce pôle, en fait, c'est d'accueillir et d'intégrer les étudiants internationaux. Ouais. Donc globalement, on essaie de faire en sorte que leur accueil et leur vie à l'ENIP se passent au mieux. Alors, on a eu tout à l'heure Ralia qui nous en a parlé, qui nous a parlé un peu de parrainage. Vous pouvez nous C'est ça. parler un peu de ce dispositif? Alors l'ENIP a mis en place un système de parrainage il y a quelques années. Donc en fait, le rôle du parrain, en fait, c'est de contacter justement la personne qui parraine. Mhm. Donc ce qui permet justement à l'étudiant international, l'étudiant étranger de poser ses questions avant son arrivée à Brest, ce qui D'accord, permet de le pour se rassurer. préparer. C'est ça. Et en plus de ça, au pôle, on organise des événements. Donc tout à l'heure, Ralia a parlé du pot d'accueil. Oui. On organise aussi un after-work à thème Ok. international. Et en plus, on organise aussi des sorties au restaurant. On en a organisé une d'ailleurs début décembre au restaurant avec les parrains marraines et justement les personnes qui parrainaient. Bon, en l'entendant parler, elle avait l'air vraiment très satisfaite du dispositif. Donc on voit que ça sert aux personnes qui arrivent. Mais je voudrais vous poser la question à vous qui organisez. Est-ce que ça vous apporte aussi quelque chose? Ah bah bien sûr, moi j'ai appris beaucoup de choses. Ça fait 1 an que je fais partie du pôle international et ça m'a appris beaucoup de choses déjà personnelles. S'exprimer en public et en plus aussi s'organiser parce que organiser des événements comme ça, c'est pas toujours facile quand on n'a pas l'habitude. Et en plus, ça m'a permis de rencontrer de très belles personnes, notamment des très belles personnes avec des origines différentes de la mienne. Ouais. Et donc franchement, je garde de super bons souvenirs des événements que j'ai passés avec eux. Mais je vous remercie tous les deux pour vos investissements et puis pour voir que à l'école, finalement, tout le monde en parle depuis le début de l'émission, mais c'est pas uniquement juste pour en parler, puisqu'il y a vraiment des engagements pour qu'il y ait des liens qui se créent entre les étudiants et les étudiantes, y compris même avant leur arrivée, ce que je trouve. Donc bravo à tous les deux. Et nous avons maintenant parlé, nous avons entendu beaucoup, à part le directeur des études, des étudiants, des étudiantes sur le plateau de la Web TV. Nous allons maintenant poser des questions à des enseignantes, 2 enseignantes qui sont donc professeurs à l'ENIB. Il s'agit de 2 personnes qui ont en plus porté des projets qui sont innovateurs, des projets qui essaient d'interroger les enseignements. Les enseignements, dans une école d'ingénieurs, on pourrait s'imaginer qu'il y a énormément d'apprentissage technique et scientifique, mais ce n'est pas uniquement le cas. Donc pour pouvoir parler de cela, j'accueille sur le plateau Céline Ansker. Vous êtes professeure en Bonjour. électronique, vous êtes aussi directrice des relations entreprises et vous êtes porteuse du projet La Forge. C'est ça. Bienvenue Bonjour. sur le plateau. Et j'accueille également Delphine Toquet, vous avez un micro juste devant vous. Vous Bonjour. êtes professeur de sciences humaines Oui. et vous êtes responsable des intersemestres et aussi ce qu'on appelle les projets d'engagement, et on en a parlé dans une première partie, des projets ingénieurs honnêtes hommes. Oui, c'est ça. Et nous allons pouvoir donc parler ensemble de ces projets qui font d'une distinction à l'école, notamment le projet La Forge. Qu'est-ce que c'est le projet La Forge? Alors la Forge, c'est avant tout un lieu, un plateau technique où on va pouvoir aller de l'idéation au prototypage. Mhm. Donc concrètement, avoir des idées, trouver des gens pour porter l'idée, le faire devenir un projet, et puis le concevoir, le modéliser, le tester, le prototyper, et pourquoi pas un jour en faire une entreprise innovante. Mais alors du coup, quel type de projet vous dites c'est un lieu, donc il va y avoir plein de gens avec plein de projets différents. C'est ça, plein de gens avec plein de projets différents, plein d'attentes différentes aussi. Ça peut être des étudiants qui ont des projets personnels, ça peut aussi être des enseignants qui veulent travailler avec leurs étudiants d'une autre façon, autour d'une conception, en les accompagnant plus qu'en faisant des cours magistraux comme on a l'habitude. Et puis ça peut être des étudiants qui sont dans la junior entreprise et qui font de la prestation, qui gagnent de l'argent comme un travail étudiant, mais d'ingénierie. D'accord, donc ils peuvent bénéficier des installations de La Forge. Tout à fait. Pour finalement développer une activité professionnelle, mais avec le matériel et les savoir-faire qui sont dans La Forge. Et les techniciens de l'école qui peuvent leur apporter assistance si jamais ils ont un problème technique ou un problème de réalisation, parce que ce n'est pas le cœur de leur formation. Donc c'est aussi pour apprendre à aller jusqu'à l'objet concret qu'on fabrique, et ça pour les ingénieurs c'est très important. De voir comment ça se passe. C'est ça. Et justement, j'allais me poser cette question-là, quel est mon intérêt? Si moi j'ai un projet personnel, je peux finalement le réaliser dans mon garage, mais vous venez de me donner tout un tas de raisons. Et puis c'est mieux de faire ça avec des copains. Voilà, il y a d'autres gens, D'autres il y a des enseignants éventuellement qui vont nous passer des choses, il y a les techniciens de l'école. Et il y a peut-être aussi des entreprises, nos entreprises partenaires, elles peuvent tout à fait venir proposer des défis à des groupes d'étudiants.
travailler avec eux sur du brainstorming ou des nouvelles idées ou tester leurs propres idées avec des élèves ingénieurs. Donc tous ces gens amoureux de l'ingénierie vont se retrouver dans la forge. D'accord. Mais alors si je suis nouvellement arrivé à l'ENIB, par exemple en première année ou en troisième année, comme on l'a vu tout à l'heure à l'IA, c'est quoi la condition pour que je pousse la porte de la forge? Eh ben, dire bonjour, ouvrir la porte, faire valoir ses éventuelles compétences déjà acquises par ailleurs, dans d'autres Fab Labs, dans les lycées, par soi-même, faire valider sa connaissance des machines, donc ça marche par cooptation. Il y a des étudiants et des techniciens de l'école qui vont vous regarder utiliser les machines. Donc les machines, c'est des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, des outils bois, des appareils de mesure électronique. Et une fois que quelqu'un de l'école vous a vu bien utiliser la machine, vous êtes coopté et vous avez le droit de vous en servir tout seul. Et vous devez en échange former d'autres étudiants pour qu'à leur tour, ils utilisent les machines. Donc il y a une espèce de transmission qui n'est pas... c'est là qu'on sort de l'enseignement finalement, c'est qu'on va apprendre avec plein de gens différents. C'est ça. Et quand on sait faire quelque chose, on est validé à utiliser telle ou telle machine. Voilà. Et donc on peut transmettre. Et ça va aussi retourner certaines situations puisqu'il y a des machines sur lesquelles les étudiants sont meilleurs que les enseignants. Sur c'est quoi le défi d'un tel lieu? Parce que vous avez fait une telle liste de gens incroyablement différents. C'est quoi le défi pour qu'un tel lieu fonctionne? Et ben, le défi, c'est la cohabitation. Donc c'est que alors si on se fait déborder par notre succès, ben on trouvera des mètres carrés supplémentaires. Mais pour l'instant, il faut que la cohabitation se passe bien, que les gens rangent bien leurs affaires dans les cases prévues quand ils s'en vont, retrouvent leurs affaires pour continuer leur projet, et que l'émulation prenne avec cette entraide et ce partage d'envie et d'ingénierie dans ce lieu. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que ça s'adresse, c'est vraiment très très large, puisque ça va du projet qui va être demandé par une entreprise extérieure à peut-être un côté un peu bidouille, j'ai envie de tester un truc. Donc c'est vraiment, c'est très ouvert, c'est un lieu très ouvert. Tout à fait, c'est la base du projet. C'est ouvert à tous les projets, toutes les envies et tous les besoins. Donc ça peut être, Delphine en parlera tout à l'heure, mais au travers d'un projet inclus dans la formation, on a besoin d'un prototype, on peut aller le faire. On peut retourner faire un TP qui nous a plu, ou bien on peut venir là sans trop savoir et rencontrer des gens qui, eux, ont un projet et se greffer et participer et tout ça. Mais merci beaucoup Céline pour la présentation de la Forge. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions, Delphine. Donc vous êtes professeure en sciences humaines et puis surtout vous portez un projet que l'on retrouve tout au long du cursus qui sont les intersemestres, ainsi qu'un projet qui va être développé, je crois, en troisième année par la majorité des étudiants et des étudiantes qui sont rentrés en première année à l'école, qui s'appelle le projet Ingénieur Honnête Homme et que vous qualifiez aussi un peu de projet d'engagement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui à l'ENIB quand on parle du mot innovation ? Alors aujourd'hui, quand on parle d'innovation, c'est surtout laisser la possibilité aux étudiants de réaliser des projets que eux-mêmes jugent innovants, dans le sens où ils ont un impact positif sur l'environnement et sur la société. C'est ce qu'on a appelé le projet Ingénieur Honnête Homme, qui est en fait un projet d'engagement sociétal où, à partir simplement d'un plaisir, les étudiants vont choisir où est-ce qu'ils peuvent avoir un impact et leur innovation se situe dans l'action finalement qu'ils vont choisir. L'idée, c'est de permettre aux étudiants d'interroger le sens en fait, le sens des solutions, et de ne pas viser simplement la fonctionnalité. D'accord. Alors comment on fait pour imaginer un projet qui a un impact positif sur la société parce que ça doit être très très variable. Ça donne quoi comme type de projet ? Alors les projets sont, comme les étudiants sont libres, et c'est pour ça que ça marche, le projet. On a des projets qui sont techniques. Par exemple, là, les étudiants cherchent à donner à voir notre consommation d'énergie. Puisque la consommation d'énergie doit être limitée, diminuée, il faut la comprendre, la saisir. Alors les étudiants ont réalisé avec
des ouvriers, des anciens ouvriers de l'Arsenal à la retraite, un vélo qu'ils ont fixé sur un home trainer, sur lequel ils ont ajouté un dispositif avec un écran qui permet, qui est relié au pédale et qui permet de donner à voir la consommation d'énergie et l'énergie que l'on peut réaliser. Donc, des projets techniques, des capteurs aussi pour les sons des oiseaux, pour mesurer l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité, et puis des actions qui sont beaucoup plus solidaires, comme des mises en relation intergénérationnelles, des étudiants qui vont jouer à la Wii dans les maisons de retraite, qui travaillent aussi avec la maison d'arrêt, avec des personnes nouvellement arrivées en France, et puis des projets très pédagogiques, de médiation scientifique, de vulgarisation de la pensée critique dans les écoles, ou de lutte contre les préjugés et les discriminations. D'accord, donc c'est des projets très variés, et ce qui est une des particularités, c'est que tous les étudiants et les étudiantes ont à imaginer un projet comme celui-ci, donc à trouver quelque chose qui leur plaise et qui ait un impact positif. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, est-ce que vous aussi, quand je vois le nombre de projets que vous encadrez, qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Alors là, énormément de choses, parce que on vise dans notre équipe, je ne suis pas toute seule, on est plusieurs dans cette équipe, on n'est pas tellement dans un statut de professeur, on est plus dans un statut d'accompagnateur, et c'est cette horizontalité qui est extrêmement stimulante, et j'ai l'impression avec ce travail de faire des projets ingénieurs honnêtes hommes tout le temps, et c'est extrêmement gratifiant. Je veux permettre aux étudiants de je veux leur montrer que la résignation, il n'y a pas de fatalité, on peut faire des choses et on peut avoir un impact positif, et c'est extrêmement enthousiasmant de voir tous les ans tous ces projets qui réussissent, et ça donne confiance, et ça fait que je suis vraiment très très heureuse d'avoir la chance d'avoir des étudiants qui portent autant les projets, qui sont tellement stimulés par leur envie d'avoir un impact positif. Je suis peut-être pas très claire, mais c'est très chouette. Si, et je vous remercie vraiment toutes les deux, Céline de nous avoir parlé de la Forge, et Delphine de nous avoir parlé des projets ingénieurs honnêtes hommes. Merci beaucoup. Vous nous avez peut-être rejoint en cours de l'émission, nous avons balayé un petit peu à la fois les enseignements, les différents cursus, et puis nous avons eu des témoignages d'élèves de première, de deuxième, de troisième, quatrième, cinquième année. J'espère que vous avez eu un certain nombre d'éclaircissements sur des questions que vous pouviez vous poser. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions directement dans le chat de l'émission, sachant que nous allons pouvoir avoir les réponses à ces questions par la personne qui va m'aider à conclure cette émission, la personne qui, elle, a un regard encore différent, puisque la personne qui vient de me rejoindre sur le plateau n'est autre que le directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Brest, monsieur Alexis Michel. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Nous avons déjà entendu beaucoup de personnes parler de l'ENIB, des étudiants, des enseignants, et qui nous ont montré à la fois la diversité des enseignements et des débouchés. Et vous, en tant que directeur, est-ce que vous pourriez nous donner les valeurs qui sont défendues par l'ENIB en tant qu'école d'ingénieurs ? Alors, sans surprise, au regard de ce que vous pouvez avoir entendu au préalable, nos valeurs sont celles d'un humanisme, d'une ouverture, l'entraide, solidarité, l'autonomie également, le respect bien évidemment, la volonté d'entreprendre aussi. Voilà, donc ce sont des valeurs, quand on les énonce comme cela, ça fait un joli chapelet de choses sur lesquelles on peut s'entendre, mais il y a un véritable attachement à l'ENIB, à ces valeurs-là, et elles s'expriment au quotidien dans les relations entre les élèves et les autres communautés de l'école, les enseignants bien évidemment, mais aussi le personnel administratif, le personnel technique, et entre évidemment enseignants et entre les différentes communautés. Donc c'est un marqueur très fort qui est régulièrement repéré par les personnes qui posent un regard un peu distancié sur ce que nous faisons. En premier lieu, les organismes évaluateurs, accréditateurs, mais c'est quelque chose que nous revendiquons et qui sera partie intégrante du quotidien d'un élève de quelqu'un qui souhaiterait venir à l'ENIB. Et surtout, si ce ne sont pas des choses sur lesquelles vous avez l'envie de vous engager, ne venez pas à l'ENIB d'une certaine façon. Et au contraire, si ce sont des choses que vous avez envie si vous souhaitez venir vers l'ingénierie,
avec ces exigences-là, alors vous trouverez à l'ENIB l'endroit pour vous réaliser. Et je terminerai mon propos en disant que la cohérence, ces valeurs-là donnent de la cohérence à notre projet pédagogique qui est de permettre aux élèves de se réaliser autant comme ingénieurs professionnellement que comme personnes. Voilà. Et ces valeurs-là permettent de faire le lien entre ce qu'on appelle les compétences techniques et puis les compétences non techniques, à la mode utiliser une expression anglaise pour dire les soft skills. Mais ces enjeux-là, donc c'est le lien éthique, c'est je crois qu'un mot qui a été présenté tout à l'heure par Delphine. Voilà, c'est ce lien-là qui construit l'exigence. Le lien est construit autour de ces questions éthiques et ces valeurs, ce chapelet de valeurs qui est assez cohérent, hein, bien évidemment. Le mot humanisme étant peut-être ce qui les réunit de manière plus évidente. D'accord. Alors dans les personnes qui sont passées, on a vu, on a essayé de montrer un tas de témoignages différents, mais finalement des témoignages individuels. Et je me posais la question un peu du rayonnement, d'avoir une vision, vous qui avez une vision globale, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'implantation de l'ENIB dans la vie active, de ses relations avec les partenaires et de la perception des Énibiens, des Énibiennes par le monde du travail? Alors, je vais commencer par une boutade. À l'ENIB, j'ai pour habitude de dire qu'à l'ENIB, on ne forme pas des polytechniciens, mais des techniciens polis. Et en fait, c'est peut-être un des commentaires les plus spontanés et les plus fréquents qu'on l'on récupère quand on discute avec un chef d'entreprise ou un cadre d'entreprise qui a eu un Énibien en stage ou qui a parmi dans son équipe un Énibien, c'est que nous avons des ingénieurs qui sont très attentifs aux autres, qui savent s'adapter à tous les environnements professionnels, qui ont justement intégré cette conscience que une entreprise, une aventure professionnelle, c'est d'abord une expérience collective, sociale. Et ça se voit. Ça se voit, ça se ressent. Et puis, là, on parle effectivement on va revenir peut-être plus vers le métier même d'ingénieur. Donc, c'est la question aussi de l'adaptation au milieu de l'entreprise, de la compréhension de l'entreprise. Donc je parlais des gens qui travaillent dans l'entreprise, mais aussi des mécanismes qui sont propres à une entreprise. Et cette adaptabilité à tout type d'entreprise, hein, de la très petite entreprise jusqu'au grand groupe, en passant par, j'oublie la start-up, mais voilà, tout le jeu scalaire de la petite et moyenne entreprise et entreprise de taille intermédiaire, etc. Nos Énibiens, ils connaissent qu'ils ont fait beaucoup de stages, on les a amenés à rencontrer de nombreux professionnels. Et ça aussi, c'est une marque de fabrique. Et une dernière aussi, c'est l'adaptabilité. C'est ce qui est un petit peu présent, j'aurais d'ailleurs pu l'exprimer l'ajouter dans les valeurs, mais à un moment, il faut s'arrêter. Mais cette capacité à s'adapter, souvent, on nous dira, d'accord, ce ne sont pas... des élèves qui sortent des diplômés d'une très très grande école et donc ils n'ont peut-être pas forcément des capacités conceptuelles extrêmement fortes comme on peut retrouver chez d'autres. En revanche, l'Énibien, c'est celui qui saura se sortir de situations non prévues. Voilà. De situations qui saura bricoler, ce côté bricolage, cet esprit de la métisse, donc de la ruse de la situation, de comprendre comment adapter des solutions peut-être conceptuellement moins exigeantes, mais beaucoup plus robustes d'un point de vue technique, parce que c'est ça, le métier d'ingénieur, c'est fabriquer des artefacts technologiques robustes, techniquement et socialement aussi. Il y a un côté tout-terrain un peu. Un peu tout-terrain, exactement. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est du solide, voilà, et ça tient la route. Et non, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de parler des élèves au sens de personnes. Non, mais ce sont des élèves, des diplômés, des cadres d'entreprise qui sont extrêmement appréciés à cause de leur capacité à s'intégrer dans un groupe. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est les journées portes ouvertes à l'ENIB, donc on voit passer beaucoup de personnes qui viennent poser des questions. Oui. Est-ce que vous, en tant que directeur, vous auriez un mot pour les personnes qui nous regardent et qui envisagent de postuler pour l'ENIB? Venez. Mais au-delà de ça, c'est de leur dire non, il y a nos atouts, c'est l'ambiance, sont les élèves, le corps enseignant, les personnels, le campus qui est beau, on le voit tout de suite quand on arrive. Il est un peu venteux, donc c'est pour ça que je suis un peu décoiffé. Mais voilà, il fait beau, parfois il fait un petit peu moins beau. Non, mais c'est surtout que
c'est aujourd'hui le monde professionnel va devenir de plus en plus complexe. Nous devons former une génération qui est inquiète. L'actualité le montre, évidemment, mais il y avait suffisamment de sujets pour s'inquiéter avant. Le principal enjeu, là, c'est quelque chose qu'on peut se rappeler collectivement, c'est tout ce qui tourne autour, évidemment, du changement climatique, des grands défis de transition. Et c'est là où il faut qu'on passe du temps ensemble, qu'on se réunisse. Et ça, donc, ça veut dire penser aussi une ingénierie, une industrie différente, une industrie décarbonée, et former des ingénieurs pour atteindre cet objectif de décarbonation de l'industrie et de nos sociétés de manière plus générale. Et ça nécessite donc aussi une exigence de formation à la pensée complexe, à la pensée critique, à une ingénierie plus éthique, et de former des individus qui vont devoir s'adapter aussi à des environnements de travail assez instables, beaucoup plus instables que ceux que les générations récentes ont connus, et quelquefois même de fabriquer son propre travail. Je parlais de fabriquer, être autonome dans la fabrique d'une solution technique, mais même c'est fabriquer son propre travail, capable aussi d'entreprendre. Et ça, ce sont des expériences, des exigences que nous avons maintenant, que nous avions déjà à l'école, le projet Ingénieur Honnête Homme, typiquement, était une bonne manière de s'engager dans ces problématiques-là. Mais le fait de développer des formations généralistes, système, permet aussi de renforcer ce trait-là. Et donc, c'est une formation qui, je pense, aujourd'hui, va prendre de plus en plus d'intérêt parce qu'elle est complètement en phase, par son contenu et par sa forme, avec les enjeux technologiques des entreprises et du monde économique de manière générale. Donc, on est parti de la question des valeurs pour arriver à quelque chose de très immédiat. Donc, on est à la fois sur un jeu de temporalité. La temporalité immédiate, c'est-à-dire je suis un élève, je veux me former, je veux trouver un premier emploi. C'est l'exigence aussi, l'attente des parents. Et puis aussi de vous dire, oui, mais attendez, nous aussi, notre responsabilité en tant qu'école, c'est de vous dire, de vous donner la possibilité d'être encore là professionnellement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Puis surtout, d'amener des solutions dont la société a besoin, dont l'économie a besoin, dont les entreprises ont besoin. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'ENIB est une école extrêmement bien adaptée à ces enjeux. Eh bien, merci beaucoup Alexis Michel, directeur de l'ENIB, d'être venu sur le plateau de la Web TV de l'ENIB. Merci à tous ceux qui sont en ligne. Et puis, à bientôt alors. À la rentrée, on se retrouve. C'est la fin de cette émission. J'espère que nous vous avons apporté tout un tas d'informations sur l'ENIB, sur les enseignements qui y sont dispensés et sur l'ambiance qui s'y dégage avec les interviews des différents étudiants et étudiantes. Je remercie Alexis Michel, le directeur de l'ENIB qui vient de quitter le plateau, mais également toute l'équipe de la Web TV, Erwan Paul, Ong Jisoo, Jérémy Plantec, Moulay Did, Théophile Ross, Titouan Melon, Arthur Courbier, encadré par Olivier Balde, avec une pensée toute particulière à Arthur, qui devait être avec nous aujourd'hui et qui malheureusement, pour des soucis de santé, n'a pas pu nous rejoindre. On pense bien à toi Arthur, je suis sûr que tu es en train de nous écouter avec une oreille attentive. J'espère que tu seras quand même satisfait du résultat de cette émission. Nous remercions évidemment toutes les personnes qui ont accepté de venir témoigner et de répondre à nos questions et aux vôtres pendant l'émission. Et nous vous remercions, vous qui avez suivi ou vous qui regardez maintenant cette émission. Et nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi. C'était l'équipe en direct des journées portes ouvertes de l'ENIB au Technopôle Brest-Siroise. Bonne fin de journée à tout le monde.